Bien, bonsoir à tous. Alors désolé pour les petits problèmes techniques. Normalement, je dois fonctionner sur une autre application et voilà, là, ça a un peu bugué depuis quelques jours. Donc j'ai fait ça un petit peu, on va dire à l'arrache, mais il n'y a pas de souci, le contenu sera là. L'enregistrement est prévu, donc vous aurez bel et bien un replay à la fin de cette séance. Donc pas de panique. Voilà, voilà. Est-ce que vous voyez bien l'écran mise en place d'une prise en charge écologique? Comme ça, moi, je suis sûr que je commence sur le bon et j'ai pas de problème. Tout le monde m'entend bien, normalement, ça va. Donc là, juste si vous pouvez me confirmer ce que vous voyez à l'écran, je vois le chat, donc pas de panique. Ça m'évite de savoir si j'espère que j'enregistre juste bien la bonne chose. C'est pas simplement mon écran. Ce serait un tout petit peu dommage. Ok, super, cool, merci. Donc, on y va aujourd'hui pendant une heure, un petit peu moins d'une heure. On va parler aujourd'hui de la prise en charge écologique. Ça, de toute façon, c'est mon leitmotiv sur plusieurs mois, plusieurs webinaires que je vais vous proposer. Et l'objectif, surtout aujourd'hui, c'est d'aller plutôt cibler sur la guidance parentale. Alors, c'est un sujet qui est un peu à la mode, euh, mais qui en même temps est très intéressant à investiguer. Je ne suis pas du tout spécialiste, donc vous verrez qu'à un moment donné, dans le webinaire, j'ai fait appel à quelqu'un qui est un peu plus spécialiste que moi. Donc voilà. Si vous avez des questions, vous utilisez le chat, il n'y a aucun problème, j'essaierai d'y répondre au fur et à mesure. Et voilà. Du coup, la question, pour ceux qui ont suivi un petit peu dans les newsletters, c'est, même si c'est un peu raté sur la dernière, je suis désolé. En tout cas, au niveau des newsletters, la question, c'est de savoir comment on peut rendre compte des difficultés d'un enfant ou d'une personne, que ce soit forcément un enfant ou un adulte, en 5 minutes. Comment on va pouvoir essayer de faire ça plus rapidement ou en tout cas de manière beaucoup plus écologique. Voilà, je dis en 5 minutes, juste pour vraiment essayer de bien vous montrer que de manière, on peut faire ça très rapidement et ça peut être vraiment extrêmement performant. Donc voilà, pour ceux qui ne me connaissent pas, qui ne se rappellent plus de moi, c'est pas grave. Je suis Sébastien Sarlet, je suis neuropsychologue à Bruxelles, je suis collaborateur scientifique pour l'Université libre de Bruxelles. Et moi, j'étudie la faisabilité des outils de diagnostic et de rééducation pour les sciences cognitives. Et en tout cas, ces outils, dans mon scope, c'est tout ce qui est réalité virtuelle, immersif et semi-immersif. Donc, mon objectif, c'est donc, de discuter des méthodes de prise en charge, de discuter de l'avenir et le futur de la pratique, pour voir si on se trompe pas de voie, qu'on ne doit pas oublier certaines méthodes au profit de nouvelles, et vous permettre de comprendre les problématiques de la neuropsychologie ou de l'ergothérapie actuelle, et chercher ensemble des solutions aujourd'hui pour la guidance parentale. Donc, la guidance parentale, qu'est-ce que c'est? Pour ceux qui ne connaissent pas, ça désigne l'aide apportée par des professionnels à des parents en difficulté face à des événements externes à la famille ou des difficultés éducatives ou parfois même des difficultés qui peuvent être internes à la famille ou au fonctionnement du noyau familial. Ça va aussi permettre aux parents de mettre en place des bonnes pratiques pour diminuer les difficultés que peuvent présenter les enfants dans certaines pathologies. Concrètement, qu'est-ce qu'on peut mettre en place à la maison pour favoriser certaines choses chez l'enfant, que ce soit l'autonomie au niveau des devoirs ou du travail scolaire? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place au domicile de manière très simple pour l'enfant? Donc ça, c'est vraiment ce que doit faire la guidance parentale, c'est un peu coacher, entre guillemets, je vais mettre de grosses guillemets, c'est coacher les parents pour dire, voilà, attention, ce genre d'environnement, ce genre de méthodologie d'approche, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux pour votre enfant dans ce cas précis. C'est vraiment des guidances qui sont personnelles. On peut pas forcément, on ne offrira pas la même guidance à chaque noyau familial. Donc, dans notre cas, donc je répète, qui est donc Jade, une enfant qui ne présente pas de troubles du TDAH ou difficultés avérées par les tests neuropsychologiques et psychologiques. Alors, pour plusieurs raisons, soit voilà, vraiment pas de TDAH, ce qui est techniquement notre cas, soit les tests ont une limite, soit l'investigation en cabinet a une limite, soit notre approche n'est pas la bonne. C'est un peu tout ça. Voilà, ça vous le savez très bien pour ceux qui me connaissent. Je trouve que les tests neuropsychologiques ont énormément de limites et de failles et que déjà,
on ne peut pas poser de diagnostic à partir d'un test, et je pense que plein de gens, enfin j'espère que plein de gens me rejoindront sur cet aspect-là. Il y a beaucoup trop de limites et beaucoup trop de problématiques avec les tests neuropsychologiques actuels dans le format dans lequel ils sont proposés, et que du coup, effectivement, ils proposent beaucoup de limites. L'investigation aussi en cabinet, elle a ses limites, les limites temporelles, des limites spatiales, des limites de matériel également, donc forcément, on se retrouve également coincé. Alors si on ajoute une limite d'un test plus la limite de l'investigation, ça pose problème. Et notre approche aussi, qui n'est peut-être pas forcément la bonne. Voilà, moi je suis plus pour partir sur une approche écologique, d'observation comportementale, pour vraiment essayer de comprendre comment fonctionne l'enfant dans son environnement, qu'est-ce que son comportement va me dire. Finalement, je vais prendre un exemple tout bête, quelqu'un qui aurait un trouble cognitif qu'on verrait dans un testing, on pourrait se dire, ah, en fait, finalement, cette personne-là, pour faire telle et telle chose dans sa vie de tous les jours, ça va être difficile, voire impossible. Et en fait, on se rend compte que quand on l'observe dans son comportement, quand on observe son comportement dans son milieu naturel, et ben en fait, elle agit complètement différemment parce qu'elle peut mettre en place des stratégies compensatoires auxquelles on ne pouvait pas forcément s'attendre ou qu'on ne pouvait pas observer lors du bilan. Donc, je répète, pour ceux qui ont des questions, n'hésitez pas à vous servir du chat, je peux le voir, donc ça pose pas de problème. Donc, notre besoin aujourd'hui, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est que Jade, elle présente des difficultés à se concentrer lors d'un devoir à faire à la maison, parce qu'en fait, l'environnement dans lequel elle évolue ne lui permet pas de travailler sereinement. Donc, on a discuté avec Jade, et elle nous a dit, ben voilà, moi, quand je fais mes devoirs, voilà ce qui se passe autour de moi. On a discuté avec les parents qui nous ont dit, voilà, Jade, elle fait ses devoirs à ce moment-là, et voilà à peu près ce qui se passe dans la maison. On peut très bien demander à faire des photos de l'environnement ou alors filmer un moment où l'enfant travaille, mais de manière essayer de le faire de manière naturelle pour pouvoir vraiment observer l'environnement. Mais ici, dans notre cas, ça va surtout être d'évaluer et de voir un peu la différence au niveau du comportement et concrètement ce que ça va rendre comme résultat ces performances. Donc, on va devoir observer cette hypothèse et amener les parents à améliorer l'environnement de la petite Jade. Donc, notre hypothèse, c'est que l'environnement est néfaste, ou en tout cas apporte du négatif dans la façon dont l'enfant ou dont Jade peut travailler de manière efficace et ainsi pouvoir transposer ça au milieu scolaire. Et donc pour ça, on doit passer par des méthodes écologiques, donc des méthodes qui vont nous permettre d'observer son comportement dans sa vie quotidienne, donc dans son environnement quotidien, donc dans notre cas, ça va être dans sa maison. Alors dans l'idéal, dans sa maison, ou en tout cas dans un environnement qui va lui être proche, une maison, on va pas dire lambda, mais une maison. Donc là, vous allez me dire, d'accord, comment on peut créer un environnement au cabinet? Est-ce que je crée une maison? J'utilise un appartement thérapeutique. Je n'ai pas forcément ça parce que moi, je suis en cabinet privé où je fais ça sur des consultations. Je n'ai pas forcément tout ce qu'il me faut. Et là, je vais vous dire qu'il faut passer par le numérique. Il faut passer par le numérique, mais pas... il faut passer par un bon numérique. Il faut vraiment passer par là. On va vraiment parler de réalité virtuelle. Et là, vous allez me dire, oula, attends, attends Seb, tu me parles de réalité virtuelle, tu me dis comment créer un environnement. Moi, je suis neuropsy, je ne suis pas ingénieur, je ne suis pas développeur, je ne suis pas game designer. Ce n'est pas possible. Je ne peux pas créer ça. Donc moi, je vais vous expliquer comment on peut en fait soit créer, soit utiliser des environnements qui existent déjà. Et donc, comment utiliser la réalité virtuelle pour mettre en place une observation d'un comportement cognitif à partir d'un élément tout simple qui va donc être l'observation lorsque la personne fait ses devoirs. Donc ici, je vous ai mis plusieurs exemples. Les deux plus connus sont Unity et Engine Unreal. Pour ceux qui connaissent, c'est ce qui permet de créer des jeux vidéo. Et aujourd'hui, ce qui permet aussi de créer de la réalité virtuelle. On en parle beaucoup, de la réalité virtuelle. On entend parler de plus en plus du métaverse. Être vigilant là-dessus, le métaverse va être un environnement totalement immersif. On peut faire de la réalité virtuelle sans forcément être totalement immergé. On peut le faire de manière différente. J'expliquerai ça au cours de mes différentes vidéos. On peut le faire également au domicile du patient, ça reste une validation écologique. Ou alors, on peut utiliser des applications disponibles et ainsi de suite, utiliser ce qui existe déjà sur le marché et un peu adapter à notre sauce, à moins qu'on trouve un logiciel qui nous permette de tout adapter. Et c'est là-dessus que je vais vous emmener.
Et donc, je vais vous présenter Roger, qui m'a servi à créer l'exercice que je vais vous présenter juste après pour la guidance. Donc, Roger, c'est pour Realistic Observation in Game and Experiences in Rehabilitation. C'est un logiciel de réalité virtuelle semi-immersif qui vous permet de créer ou d'adapter un contenu spécifique selon vos besoins. Donc, il reprend une maison virtuelle, ou en tout cas les éléments d'une maison virtuelle, chambre pour enfants, chambre pour adultes, salon, salle à manger, cuisine, garage, tout ce que vous pouvez trouver dans une maison. Et tout est personnalisable à souhait. Donc, on peut personnaliser les consignes, on va pouvoir changer les consignes, donc forcément changer l'approche et donc, de manière indirecte, le comportement de la personne en fonction des consignes, les emplacements des objets, les textes, les aides qu'on va apporter, le son, tout ça, on va vraiment pouvoir tout modifier. Donc, à partir de là, si on se dit on peut tout modifier, l'emplacement des objets, l'emplacement des textes, etc., on va pouvoir créer des consignes spécifiques et des exercices spécifiques en fonction de nos besoins. Donc, c'est ce que moi j'ai fait. Ma question, c'était de pouvoir observer le comportement de Jade dans une maison, donc dans la maison de Roger, lorsqu'elle était dans un environnement avec peu de distracteurs et beaucoup de distracteurs. Donc, moi, j'ai joué sur le nombre et la qualité des distracteurs. Donc, l'entreprise Realit pour laquelle je travaille, en fait, elle propose des licences annuelles pour créer son contenu sans codage, donc pas besoin de coder, tout simplement, pas besoin de faire du C Sharp, du C++, du JavaScript, pas du tout, il y a juste besoin de savoir utiliser une souris. Voilà. Après, ils donnent également des formations pour mieux implémenter la VR dans la pratique et utiliser le logiciel Roger au quotidien. Donc, vous disposez d'exercices déjà tout fait, ou vous pouvez les échanger avec des collègues, des exercices que eux ont fait. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui peut être intéressant. C'est que si un collègue crée un autre exercice de guidance parentale qui peut vous intéresser, vous pouvez rentrer en relation avec lui pour qu'il vous envoie directement les exercices faits et que vous allez pouvoir réimplémenter dans l'environnement virtuel pour essayer de créer une bibliothèque numérique où tout le monde pourrait échanger son contenu et ses exercices. Alors, vous allez me dire, OK, d'accord, c'est bien, tu m'as fait ta belle présentation, maintenant, parle-moi du lien avec la guidance. Mais oui, on va y venir là, juste là maintenant. Le lien avec la guidance, il est vraiment très simple, c'est qu'en fait, on va faire un peu le retour, pour retourner à notre cas, c'est que du coup, pour Jal, le souci, ça se situe dans son environnement de vie, dans la maison. Donc pour ça, Roger, elle a tout son sens, puisque ça représente une maison. Il y a de nombreux perturbateurs que nous avons recensés et qu'on va pouvoir rejouer dans Roger. Donc les parents qui cuisinent, le chien qui joue, le chien, pardon, les bruits environnants et la musique, le téléphone. Voilà, je suis désolé, il y a plein de coquilles, je l'ai fait ce matin et comme j'ai un petit problème à l'œil, c'est un peu compliqué de rester concentré sur l'écran. Mais voilà, il y a des petits coquilles, je suis désolé. L'objectif, c'est de mettre Jade dans une situation scolaire, mais surtout dans un environnement qui lui est familier. Pas forcément son environnement, mais quelque chose qui ressemble à son environnement de vie. Donc, notre problématique actuelle, c'est d'évaluer et comprendre le ressenti de Jade et guider les parents vers un meilleur environnement pour Jade. Alors, au niveau du matériel que j'ai utilisé pour faire cet exercice écologique, ben, c'était très simple. Ça a simplement été mon ordinateur et une manette. Donc, c'est les petites manettes de la Wii qu'on peut trouver assez facilement. Ça, c'est beaucoup plus simple pour se déplacer dans l'environnement et forcément l'environnement Roger. Donc, vous avez un petit aperçu juste ici. Le rendu. Alors là, je vais switcher sur une vidéo que j'ai tournée vendredi parce que la personne que je voulais avoir n'était pas dispo ce soir et ça aurait été compliqué de faire un direct avec elle. Donc, on a simplement enregistré cette petite vidéo. Donc, je vous mets simplement le petit récap de notre entrevue. Dites-moi vite si vous entendez bien. Normalement, c'est réglé, mais voilà. Bonjour Sébastien Rare, merci de venir participer à cette petite session sur le logiciel Roger et sur tout ce qu'il peut apporter pour la guidance parentale. Donc j'ai fait appel à toi parce que tu es quand même dans le, dans le YouTube game de la neuropsychologie, une des personnes les plus importantes sur tout ce qui est approche guidance parentale et TDAH. Et c'est pour ça que je voulais ton avis sur ce que je vais te présenter juste après. Merci beaucoup pour l'invitation. Enfin, le plus important qu'on s'emballe, mais on essaye en tout cas de diffuser l'information. C'est un Bon, peu ça. c'est bien alors, ça va. Ça va. Donc là, du coup, je vais te montrer
euh, deux scénarios que j'ai créés dans le logiciel Roger, qui est donc un logiciel de réalité virtuelle semi-immersif. Donc on n'utilise pas de casque. Voilà, bon, tu connais déjà hein, l'outil, je le fais surtout pour ceux qui ne le connaissent pas trop. L'objectif, c'est simplement, on en discutera après, mais moi de base, je suis parti du principe d'essayer de faire en sorte que l'enfant qui va avoir un problème, donc ici dans notre cas aujourd'hui, c'est une petite Jade qui a des difficultés à faire ses devoirs, euh, et ça a donc des répercussions sur son travail scolaire. Et donc on a investigué un peu le milieu de l'enfant et on a relevé qu'il y avait pas mal de distracteurs quand même. Et donc là, l'objectif, c'est de mettre l'enfant dans une tâche de mémorisation type poésie. Et après, on fera une récitation et on verra un peu comment elle s'en sort ou comment elle s'est sentie à ce moment-là. Dans un environnement enfin, dans une situation qu'elle pourrait retrouver assez facilement à la maison. Hop. Donc, on va commencer par quelque chose. Tu veux commencer par quoi? Le niveau dur ou le facile? Facile, on verra en graduation. Ça va, ça va, ça va. On va commencer par le facile alors, ce sera plus calme. Voilà, j'ai pas fait un scénario hyper abouti, quelque chose de complètement, complètement dingue. On part sur quelque chose de très simple. L'enfant va simplement aller s'installer dans le bureau pour apprendre son texte ou sa poésie. Donc ici, voilà, on va l'aider à aller s'installer. Et donc, voilà, arrivée ici, elle va devoir commencer à apprendre une poésie, donc avec un bruit sonore et des mouvements au niveau de la maison. Donc on voit ici passage d'un adulte qui vient chercher quelque chose, regarder si tout va bien et qui s'en va. Et ce bruit de fond qui est quand même assez gênant un peu quand on doit se concentrer. Donc ça c'est vraiment le niveau le plus bas que je pouvais faire. Roger, je commence. Est-ce que tu veux qu'on fasse le deuxième et on discute ou tu préfères déjà qu'on parle un peu du premier? Alors, attends. Ah oui, Et désactivation. comme tu vois les choses, c'est au plus simple Dans ce- Le mieux dans ce cas ce sera de voir les deux et comme ça après on en discute. je devrais pouvoir m'en souvenir, donc ça va. Si tu t'en souviens pas, on fait aussi du diagnostic de mémoire épisodique dans Roger. Donc, Oui, c'est vrai. donc là, on va passer au format très difficile. Donc là, l'objectif, c'est vraiment de la mettre dans un contexte. Alors, c'est le contexte qu'elle nous a décrit comme étant le plus difficile pour elle et celle qu'elle rencontre le plus souvent. Donc, ceux qui ont mis leurs écouteurs à fond, je vous préviens, ça va faire du bruit. Mais c'était le but aussi. Donc, on est sur la même tâche, aller faire ses devoirs, sauf que cette fois-ci, on va se mettre sur la table du salon. Donc, même principe, je vais avoir un texte ou une poésie à mémoriser et je vais simplement aller la mémoriser. Donc voilà, j'ai mis le chien en extérieur qui bouge beaucoup, qui fait beaucoup de bruit. Euh, le, le parent typique qui est en train de faire à manger en même temps, etc. Donc il va gérer la cuisson, le fameux téléphone qui sonne assez régulièrement sur la table, les mouvements des uns des autres. Ce sont toutes des sources de distraction que l'on peut retrouver au quotidien chez soi. Toujours le téléphone, le chien qui bouge, l'adulte qui bouge,
un membre de la famille qui vient aussi faire sa vie comme si de rien n'était. Et parfois, on va parler plus fort. Après, l'objectif, j'espère que vous m'entendez encore, c'est notre du sous-titrage. L'objectif, c'est aussi d'aller supprimer les sources de distraction. Voilà, déjà une des premières sources. Et de se dire, ok, voilà, j'essaie d'en enlever le plus possible. Donc ici, ça va être les choses dont on peut se passer. La musique, on peut s'en passer, le téléphone, on peut s'en passer. Le chien, il est déjà dehors, on va pas où est-ce qu'on peut le mettre plus loin. Peut-être qu'on aurait pu aussi faire un peu plus de place sur la table où la personne est en train de travailler. Et voilà. Et après, elle pourra reprendre sa tâche de mémorisation et on pourra voir avec elle à quel moment elle s'est sentie le plus focus dans... Ok. Je vais demander un petit peu juste votre avis déjà sur un peu ces deux exercices déjà, voir un peu si vous voyez concrètement ce que ça pourrait faire. Si vous avez juste la flemme d'écrire ou que c'est compliqué, levez la main et je pourrais activer votre... Alors, il peut tout à fait, Anthony, avoir un casque audio ou... je pense que l'idéal serait d'avoir un casque audio. Maintenant, on pourrait très bien le faire en son normal. Il faut savoir que le son... en VR, s'il n'est pas vraiment hyper bien spatialisé ou codé, qu'on soit sur un casque audio ou pas, ça ne changera pas grand-chose. Maintenant, effectivement, on pourrait le faire en contrôlant bien les volumes sonores, parce que je crois que la musique, j'ai mal contrôlé. Du coup, au niveau de l'enregistrement, ça peut être un petit peu fort. Mais il peut avoir un casque audio. Maintenant, si on veut interagir avec l'enfant, je pense que ce n'est pas forcément nécessaire d'avoir le casque audio. On peut très bien le faire comme ça. Vraiment, il est devant l'écran, etc. Alors, en fait, on peut le voir de différentes façons, Bénédicte. On pourrait très bien dire à l'enfant, voilà, tu vas simplement devoir apprendre un texte au milieu de cet environnement, cette cacophonie. Et on va essayer de voir un peu la différence entre les deux exercices, les deux séances, pour voir un peu, forcément, s'il n'y en a pas un qui est plus délétère que l'autre. Ensuite, on peut lui demander, soit à lui d'aller enlever les distracteurs pour voir vraiment ce qui le dérange. Donc l'enfant, par lui-même, agirait directement sur l'environnement, mais très souvent, c'est plus difficile pour eux de transférer ça. Moi, ce que j'avais proposé au début, c'était que les parents, ce soit eux qui, justement, enlèvent les distracteurs. Et vous allez voir que Sébastien a eu une autre réflexion, c'était de se dire qu'en fait, on pourrait demander aux parents de faire l'exercice, de devoir apprendre un texte au milieu de ce brouhaha, et qu'en fait, on leur dise, bah voilà, maintenant, essayez à vous d'enlever les distracteurs pour diminuer les sources extérieures. C'est vraiment l'objectif, c'est de les coacher, de les guider vers des distracteurs, des choses qui peuvent vraiment être très simples à faire. Donc là, c'est pas de musique forte, en tout cas pas de musique quand il y a un enfant qui travaille, on essaie de déplacer un peu ce qui peut gêner sur la table, les portables, c'est enlevé, c'est à part, etc. Après, si on peut éviter voilà, c'est vraiment juste pour leur montrer l'enfant comment il peut le vivre. Ouais, c'est ça, il y a vraiment de la prise de conscience sur, bah tiens, alors imaginez-vous en tant qu'adulte, si ça a été difficile d'apprendre ce texte, imaginez un enfant de 12 ans, ça peut être un peu compliqué. Alors, je pense qu'il y a toujours des distractions. Maintenant, ce cas-là, c'est vraiment quand il y a des distractions quand il y a vraiment des distractions. S'il n'y a pas de distraction, il y a peut-être autre chose. Et donc là, il faut continuer à faire l'investigation pour voir si là, du coup, il n'y a pas autre chose. Mais techniquement, si on n'a rien raté au niveau du testing, que l'enfant a une intelligence normale, qu'il n'y a pas de TDAH, qu'il n'y a pas de source de distraction,
Là, il faut se poser des questions. Après, c'est peut-être du coup l'école. Voilà, là, c'était une problématique qui était, il y a des distractions à la maison, on essaie de les enlever et de faire en sorte qu'on les enlève. Ça va? Je vais laisser Sébastien débriefer ça. Il fera ça mieux que moi. C'est quand même C'est lui le super spécialiste. intéressant dans le sens où si tu présentes ça, que ce soit à un enfant qui rencontre les difficultés, tu vas pouvoir lui faire prendre conscience déjà, à mon sens, que il y a des choses qui sont plus faciles une fois que tu retires en gros des distractions dans la scène. Donc je pense que pour même en prise de conscience pour l'enfant, je pense que c'est déjà une première bonne étape. Quand on parle souvent, effectivement, psychoéducation, tu vois, on est très axé sur les parents, mais travailler déjà sur des choses très concrètes avec l'enfant, ça peut être sympa aussi. Mais après, pour les parents, c'est une vraie prise de conscience, d'observation de leur vie quotidienne, pour qu'ils essayent justement de supprimer des distractions et de voir peut-être que à certains moments, bah, juste de supprimer ça, de voir que l'enfant s'investit plus dans des tâches, c'est c'est un effet direct, quoi. C'est pas simplement une explication qu'on va pouvoir avoir avec eux en disant, vous savez, si vous supprimez ça, votre enfant, ça va aller mieux. Ça Non. reste dans leur imaginaire, en fait. Là, on va pouvoir leur montrer que si on supprime, il y a de l'amélioration potentielle qui va apparaître. Donc, on va leur faire prendre conscience que ça a un effet quand même d'intervenir sur ces notions-là. Donc, c'est clair que les immerger dans, enfin, je veux dire, dans leur vie quotidienne, dans un truc qui ressemble vraiment plus à leur vie quotidienne, ça facilite, à mon avis, dans leur cas, la prise de conscience. C'est pas que des paroles, c'est Ouais. un petit peu, on a agi, quoi. Donc, dans ce sens-là, à mon avis, on a quelque chose là qui peut effectivement aider à la prise de conscience. Ça, c'est sûr. Ouais. Donc, là, après, effectivement, si on est dans des situations aussi extrêmes qu'on l'a vu encore une fois, ce qui arrive, hein, Oui, oui. on en parlait juste avant, il y a des gens, c'est vraiment comme ça chez eux. Euh, J'espère que ça ne leur fera pas de mal non plus, justement, de peut-être voir l'impact que ça a, justement, sur le fonctionnement, voire même, effectivement, de tester eux-mêmes et de se dire, ben voilà, regardez chez vous comment vous le vivez, comment vous, déjà, vos capacités ont peut-être tendance à être impactées par toutes ces influences, et que après, ben, imaginez ça chez votre enfant dans ce cadre-là. Mais alors, Donc là, dans ce cas, tu suggérais de venir croiser euh, les performances de l'enfant en fonction des situations et les performances des parents en fonction des situations. Ça pourrait être ouais, quelque chose d'intéressant, effectivement. ça pourrait être quelque chose d'intéressant, justement, toujours pour essayer d'aller un tout petit peu plus loin dans la prise de conscience sur quelque chose qui ne va pas demander non plus des heures. Tu vois, si on fait les exercices avant-après avec des situations un peu différentes enfin, on n'est pas dans l'idée de leur montrer, ah, regardez, statistiquement, c'est différent de avant-après. C'est juste qu'ils prennent conscience de la C'est ça, situation c'est et de ça. se dire, oui, effectivement, nous, en tant que parents, déjà, on le vit différemment et c'est plus compliqué. Et c'est clair qu'en général, quand on discute d'ailleurs avec les parents et qu'on leur dit, mais vous savez, si vous êtes au bureau et qu'il y a beaucoup de bruit, qu'il y a deux, trois personnes qui sont dans le couloir, par exemple, qui parlent, vous avez cette tendance des fois à être un peu plus irrité, c'est plus difficile de vous concentrer, de faire attention, bah, vous savez que c'est un peu plus difficile. Mais là, on est au-delà de la parole, on va le refaire vivre en situation, et vraiment de se dire, ben voilà, imaginez, vous, déjà, vous avez toutes vos capacités de régulation, imaginez votre enfant qui est en plein développement, à quel point pour lui c'est encore plus difficile d'essayer de faire abstraction à ça, ça, ça ou ça. Oui, bien sûr. Donc ça pourrait vraiment avoir aussi un intérêt, à la limite, si on a plus de temps, si on a cette possibilité de les accompagner dans le temps par rapport à ça. Je pense que ça vaut la peine qu'ils vivent la situation. Ça, ouais. Après, l'intérêt du logiciel Roger, c'est de pouvoir créer un contenu spécifique. Et donc, l'idéal serait d'abord d'aller investiguer quels sont les... Alors, vision, vue de l'enfant et vue des parents, c'est voilà, l'enfant, comment ça se passe une session de devoir à la maison, quelles sont les choses qui peuvent arriver, qui peuvent te perturber. On peut aussi poser la question aux parents, où est-ce que l'enfant travaille, est-ce qu'il y a des sources de perturbation, etc. Et ainsi essayer de créer, alors je ne peux pas garantir qu'on fera quelque chose de très proche, mais on peut essayer de faire quelque chose de similaire. Alors bon, là effectivement, je suis parti dans un extrême parce que je trouvais ça un peu plus fun et beaucoup plus parlant. Mais c'est vrai qu'on en parlait avant, il y a des familles, des situations où en fait c'est comme ça, c'est le quotidien. On veut les mettre au milieu du salon pour pouvoir avoir
pas un contrôle, mais être présent si jamais ils ont besoin d'aide pour les maths, la géo, peu importe. Et en fait, ben, il y en a qui ont fini leur devoir avant, qui partent regarder la télé, qui vont jouer dehors, et ça devient compliqué, quoi. Maintenant, on n'est pas obligé d'avoir un bureau spécifique, mais juste un moment, en fait, c'est ça, c'est limiter un temps où il y a peu ou pas de distracteurs dans la mesure du possible, quoi. C'est de faire vivre en fait cette construction-là, c'est d'aller limite construire avec eux justement ce moment Mm, pour mm. qu'ils se rendent compte à quel point ça peut être plus facile. Parce que là, c'est vrai que tu as mis membre de la famille, le chien, mais on peut imaginer par exemple que dans certaines familles où il y a trois ou quatre enfants Ouais, bien sûr. différents, avec justement des niveaux de devoirs qui sont un peu différents, t'en mets quatre autour de la table, tu auras autant de distractions que ce que tu as mis sur, dans la vidéo, Ouais, 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 c'est sûr, hein. c'est sûr. Ça peut être aussi une façon de faire prendre conscience, encore une fois, de ces aspects-là. Même si je pense que la plupart des parents ont Bien conscience de sûr, ça, bien et que sûr. c'est difficile parfois de se mobiliser, de trouver des ressources un peu du quotidien. L'avantage, c'est que en passant par cet outil-là, encore une fois, je pense que on sort du simple cadre de on en parle, quoi. C'est pas simplement, voilà, on discute entre nous et ça va aller. On a un deuxième outil qui vient, encore une fois, conforter ce qu'on donne C'est comme ça. information et concrétiser en fait ce qu'on donne en travers avec des exemples, potentiellement pour leur faire des exercices justement avec ça, comme tu le présentes. Donc, oui, bien sûr, je pense que c'est un outil qui vient en support. Vraiment, Ouais, c'est bien ça qui est sûr, bien sûr. Mais en tout cas, ouais, pour tout ce qui est psychoéducation, je pense qu'effectivement, ce côté prise de conscience, c'est quelque chose qui peut être intéressant en tant que. Et puis même aussi, pourquoi pas en tant que, enfin, que l'enfant aussi prenne la prise de conscience, quoi. C'est-à-dire que bah, tiens, peut-être que finalement, écouter de la musique quand j'apprends une leçon, c'est peut-être pas la meilleure idée. D'avoir le GSM, le téléphone à côté en mode même juste vibreur. C'est, libre, ouais. on est tenté. Voilà, c'est des moments où que lui aussi doit se créer et je pense que ça doit se créer en famille. Et donc l'un comme l'autre, parents et enfants, doivent pouvoir créer un cadre de travail, en tout cas de concentration idéal à ce niveau-là. En fait, au final, si on fait les exercices avec les enfants, ils peuvent être capables aussi, à un moment donné, de détecter eux-mêmes ce qui leur pose problème dans l'environnement et donc d'agir dessus pour se mettre dans des situations. Donc, c'est aussi un lien vers l'autonomie. Bien sûr, C'est-à-dire que plus ils grandissent, plus ils sont capables de gérer leur environnement pour que ça soit correct pour eux, plus ça sera facile aussi, et plus ça soulage de l'autre côté les parents, éventuellement, de devoir justement tout regarder en permanence, plus leur charge et ainsi de suite. Si on arrive à équilibrer les deux dans ce sens-là, encore une fois, c'est l'outil qui va nous permettre d'aborder ça, quoi. c'est vrai que dans l'exemple, j'ai présenté ça comme étant, enfin, que ce soit les parents qui après viennent intervenir dans l'environnement pour diminuer la charge, mais ça aurait très bien pu être l'enfant ou finalement, voilà, qui se lève et qui finit par éteindre la télé pour que son frère regarde en disant, écoute, je suis en train de faire mes devoirs, c'est pas le moment, quoi. Ah ouais, je pense que si on travaille sur les deux niveaux, d'équilibre, en fait, ce qui facilite encore plus l'acquisition de cette autonomie au quotidien. Je pense que c'est aussi ça qui est intéressant. Parce qu'on se pose toujours la question de savoir comment on va psychoéduquer des enfants. C'est sûr que si on fait de la psychoéducation juste par la parole, selon l'âge de l'enfant, c'est très compliqué, hein. Ouais, On a des résultats qui montrent que la psychoéducation chez les jeunes enfants, pas foufou, hein, pour le coup. Mais par contre, si on passe par des outils justement qui leur parlent d'autant plus, peut-être qu'on arrivera justement à développer ces aspects-là avec eux. Donc, ouais. ça pourra avoir du sens aussi de le faire comme ça. Utiliser un support qui les engage, mais alors au-delà de ça, l'avantage de la réalité virtuelle, c'est cette notion de transfert où mon apprentissage se transfère plus facilement parce que c'est un environnement que je connais, que si on avait fait ça dans un environnement type World of Warcraft, League of Legends, ça aurait été beaucoup plus compliqué de leur faire comprendre qu'il y a des distracteurs dans la vie de tous les jours. Mais voilà, après, on peut faire des choses intéressantes avec le jeu vidéo, hein, mais on va pas en parler là parce que sinon on va en avoir pour des Ah non, heures. Mais en tout cas, voilà, avoir un environnement proche qui leur parle, ça aurait très bien pu être une salle de classe. Rizzo l'avait déjà fait en 2004 d'une autre manière, mais avec des effets assez intéressants également. Et donc voilà. Bah, écoute Sébastien, merci beaucoup pour cet éclaircissement. Et donc j'espère que cet exemple-là va donner aussi un peu de réflexion aux professionnels qui se posent la question de comment je vais pouvoir euh, amener la guidance parentale à s'appliquer au quotidien. Donc ça, voilà, ça leur permet aussi de voir un peu que
qu'on peut se tourner vers les nouvelles technologies également aujourd'hui, qu'il ne faut pas avoir tant peur que ça des écrans, que parfois ça peut être un bon outil quand c'est bien fait et bien maîtrisé. Et donc, mais je pense que quand on, quand on lancera ce débat-là un jour, je prévoirai une vidéo plus longue. Il faut prévoir, hein, parce que quand on voit un Ouais. peu, quand je vois un peu encore ce qui sort aujourd'hui sur l'impact des écrans, on se dit, ouais, ok, enfin, je suis pas sûr que ce soit l'outil le problème, quoi. Mais après, c'est Ouais, effectivement ouais, un autre. c'est un autre débat. Ça va. Ouais, Bah écoute, merci à toi. Et, avec grand plaisir. je te souhaite, pour nous il est vendredi, donc je te souhaite un bon week-end. Merci. Et, et voilà, à tantôt. Reprendre la partie. Oups là. Ok, voilà. J'espère que ça a été au niveau du son. Normalement, j'ai fait plein de vérifs. Ça résonne un peu d'un côté ou de l'autre, mais voilà. Est-ce que vous avez déjà des questions sur le débrief? Sachant que moi, je n'avais plus le retour son, je me rappelle plus trop, mais ça va. Je vais essayer de reprendre avec vous. Ok. En tout cas, sur d'autres questions qui vous sont venues entre deux ou suite à l'intervention de Sébastien. Là, vous aviez deux Sébastien, donc vous étiez plus que gâtés. Après, je vous l'ai déjà dit, hein, si vous voulez juste lève la main, on met le micro, c'est plus simple. Hein, moi, il n'y a pas de souci. Normalement, je devrais vous entendre. Bon, s'il n'y a pas de questions, on va faire comme à Noël. On ne va pas attendre plus longtemps. Et on va ouvrir un peu tous les cadeaux que je vous ai prévus pour la fin de ce webinaire. En tout cas, pour ceux qui sont restés, c'est cool. Donc, suite à ce webinaire, vous allez recevoir un email avec le replay et des informations. Je pense que je le ferai pour mercredi après-midi. Je n'aurai pas le temps de le faire avant, je ne pense pas. Celles et ceux qui désirent aller plus loin dans la découverte, soit du logiciel, soit de la guidance, voilà, soit tout ce qui est guidance parentale, je vous invite plutôt à rejoindre Sébastien et ce qu'il fait au sein du Genepsilab avec Maëva Roulin qui est ici d'ailleurs, je vois. Je vois son blaze. Donc, elle est là. Ils font des super trucs sur tout ce qui est formation, supervision, etc. Donc, n'hésitez vraiment pas, mais je pense que vous les connaissez. Ils commencent à avoir leur petite célébrité. Donc, n'hésitez pas en tout cas à aller voir le Genepsilab. Ça se trouve très facilement. Je vous mettrai les liens, ne vous inquiétez pas. Donc, ceux qui veulent aller plus loin dans la découverte, donc n'hésitez pas à me rencontrer virtuellement. Ce sera peut-être plus simple dans l'état actuel, ou après physiquement pour ceux qui sont, si jamais on se croise, c'est tant mieux. Pour ceux qui se demandent comment sauter le pas, comment je vais pouvoir utiliser la réalité virtuelle ou en tout cas ce genre d'application dans la pratique, vous pouvez prendre directement un rendez-vous avec moi pour aller plus loin dans votre démarche. Et en fait, je vais vraiment faire en sorte de vous aider. Moi, je vais vous aider dans le changement sur le fait de passer par la réalité virtuelle pour la suite. Ça, c'est vraiment mon leitmotiv, c'est que demain, tous les neuropsys soient équipés pour faire de la VR. Sachez que déjà, vous êtes déjà équipé pour faire de la VR. Si vous avez un PC, vous êtes déjà équipé pour faire de la VR. Et après, ceux qui sont déjà un peu convaincus, j'ai mieux à vous proposer. Donc, dans le mail que vous allez recevoir, vous allez avoir des liens qui vont vous permettre de prendre rendez-vous directement avec moi. Et donc là, il ne faudra pas hésiter. J'ai un mois de décembre qui est un peu chargé, en tout cas sur les 3 premières semaines. La dernière semaine, c'est un peu vacances quand même. Mais voilà, je vais être un peu full. Donc dès que vous voyez un créneau, vous prenez. Ah non, Romain, il n'est pas encore compatible avec Apple. En théorie, il devrait l'être pour fin 2022. Je suis désolé. Non, c'est moi qui suis désolé pour toi. Mais non, effectivement, on ne l'a pas développé sur Apple parce que on s'était dit que les hôpitaux, les neuropsy n'étaient pas riches. Donc, ils n'avaient pas d'Apple. Généralement, les hôpitaux fonctionnent plutôt sur Windows. Mais non, effectivement, je sais que c'est une problématique sur Apple. Mais non, premier Romain, d'ici 2022, il sera sur Apple. Mais si tu as un petit PC qui traîne, même qu'il y a quelques années, il tournera dessus. Hein. Parce que je sais que sur Windows 7, il fonctionne. Donc, si tu as un petit PC qui traîne, ça va se faire. Même un PC fixe, hein. Ça fonctionnera. PC fixe, PC portable, s'il y a une petite carte graphique, ça passe. Mais on pourra en discuter si tu veux, il n'y a pas de problème. Bon, on ouvre ces cadeaux. Moi, je sais déjà ce qu'il y a dedans, donc ça me va.
Je m'en fiche, mais c'est surtout pour vous. Donc voilà, on va faire comme le petit matin de Noël. Voilà. Ouais, je suis un peu. Moi aussi, je suis tout excité là. Je suis happy de voir un peu, d'ouvrir un peu ces petits cadeaux que je vous ai préparés. Je vous en ai préparé plein pour tous les goûts. J'espère que vous allez trouver à un moment donné votre petit bonheur euh, parmi tous ces cadeaux. Donc, pour le Cyber Monday et pour Noël et pour le lancement du logiciel de manière quasiment officielle, on fait des différentes offres si vous voulez découvrir un petit peu. Voilà, il n'y a rien d'obligé là-dedans. C'est simplement des offres. On a décidé de vous faire cadeau. Soit, si vous dites, OK, je prends une licence d'un an, ben nous, on vous offre 2 mois gratuits pour la licence. Donc, ça vous ferait que 10 mois à payer. Ou bien vous dites, bah, tiens, c'est super, c'est cool. Par contre, j'aimerais bien avoir un exercice hyper bien fait, hyper bien créé, quelque chose de super top, etc. On peut le faire spécialement pour vous. Vous nous envoyez tout ce que vous avez besoin. On fait plein de réunions, on fait des échanges, on vous crée votre exercice. Voilà, on réfléchit ensemble au meilleur exercice qu'on pourrait vous proposer. Ça, c'est pareil, ça, on peut vous l'offrir. Et la formation, comment créer avec Roger, offerte. Si vous prenez une licence de 1 an, vous nous dites, bah voilà, moi je prends une licence de 1 an et je veux qu'on m'offre la formation, on vous l'offre si tel est votre désir et votre choix. Voilà, c'est vraiment juste pour que vous puissiez vous dire c'est accessible, c'est disponible, etc. C'est utilisable hors ligne. Alors attends, parce qu'il y a beaucoup de questions. Alors, c'est utilisable hors ligne. Il n'y a pas besoin de connexion Internet parce que parfois, si vous êtes au domicile du patient ou quoi que ce soit, vous devriez pouvoir l'utiliser hors ligne. Après, c'est un exécutable que vous avez sur votre PC, donc vous le lancez de là où vous êtes. Donc, ça, c'est hors ligne. Donc, ça, j'ai répondu. Euh, Toute la durée de l'intervention avec une personne est faite en réalité virtuelle ou bien elle peut être utilisée comme un outil ponctuel. Elle est vraiment utilisée comme un outil. Donc, vous l'utilisez comme vous voulez. Vraiment, c'est quelque chose qui est... moi, je vous donne un outil, je ne vous donne pas une méthodologie, ni... voilà, c'est comme si je vous donnais un papier et un crayon, vous faites comme vous le souhaitez, c'est exactement la même chose. Ça peut être utilisé comme un outil ponctuel de prise en charge. Effectivement, moi, c'est comme ça que je le faisais. En fait, je le couplais avec quand je travaillais en clinique, je le couplais avec des interventions faites in vivo, donc dans une cuisine thérapeutique. On faisait cuisine en VR, cuisine thérapeutique. Et en parallèle, on travaillait également avec du testing papier-crayon ou des exercices de neuropsychologie 2.0, un peu plus informatisés. Euh, on peut l'utiliser en TCC. Maintenant, si c'est pour tout ce qui est phobie, je vais plutôt vous conseiller d'utiliser du casque parce que là, on va vraiment avoir tout ce qui est l'émotion va vraiment pouvoir prendre le dessus. Et dans les TCC, c'est quand même quelque chose qui est extrêmement important. Maintenant, si vous voulez faire une exposition progressive, c'est tout à fait possible, notamment tout ce qui est addicto. On n'a pas de drogue dans Roger, mais on a alcool et tabac. Donc, on peut très bien aussi travailler là-dessus sur une exposition progressive avec juste le côté un peu visuel, comment je peux travailler par rapport à ça. Peut-être aussi, on peut créer un effet de foule. On peut créer pas mal de choses, donc ça peut être intéressant. Maintenant, pour tout ce qui est TCC, je vais plutôt conseiller d'aller vous renseigner près de C2Care, qui sont vraiment spécialisés là-dedans. Euh, et voilà. Mais en tout cas, ça peut être quelque chose qui peut se faire de manière très ponctuelle, bien sûr. Après, comme je dis, c'est un outil, vous l'utilisez comme vous en avez envie. Moi, j'impose rien du tout. Moi, je l'utilisais sur certains patients à certains moments, parfois tout au début, parfois tout à la fin, parfois je l'ai utilisé tout le temps, parfois une fois sur deux. C'était vraiment en fonction de mon besoin et du besoin de mon patient. C'était ça que je privilégiais, c'était à savoir qu'est-ce qu'il a besoin mon patient, qu'est-ce que je peux faire pour lui avec le logiciel. Ben, merci, si c'était pertinent, c'est tant mieux. De toute façon, comme je vous ai dit, vous recevrez un email, vous aurez tout le récap. Et si vous avez besoin d'autres infos sur la réalité virtuelle, moi, je fais beaucoup de webinaires sur le sujet. Donc, n'hésitez vraiment pas à suivre pour voilà, essayer d'avoir de plus en plus d'infos. Le prochain webinaire, ça va vraiment porter sur les négligences.
Donc, on va voir un peu ce qui se fait déjà en réalité virtuelle pour faire de l'hémi-négligence et on va voir comment nous, avec Roger, on peut aussi travailler l'hémi-négligence pour ces choses-là. Ça va? Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont des questions? Combien coûte la licence? En fait, ça va dépendre de plein de facteurs. Si vous voulez plusieurs années, si vous voulez plusieurs licences, si vous êtes une institution en indépendant, voilà. Donc du coup, mais généralement, on tourne autour de, allez, on va dire moins de 1 000 € la licence à l'année. Mais après, ça va dépendre. Est-ce que tu veux que du diagnostic avec cette licence? Est-ce que tu vas faire de la rééducation? Voilà, donc pour ça, il y aura un autre lien qui va te permettre de voir un petit peu si tu veux faire un devis juste à titre d'information, il n'y aura pas de souci, tu pourras le faire ou tu prends rendez-vous avec moi, on en discute très clairement. Et voilà, c'est pas que je veux pas diffuser les prix ou quoi que ce soit, c'est juste que ça va vraiment dépendre de chacun. On essaie vraiment de faire une offre sur mesure pour tous parce que c'est comme pour les bouquets de télé, hein, on nous fait payer 60 chaînes alors qu'en fait on en regarde 2, 3, 4 et voilà. Mais voilà, en tout cas pour l'idée, sache que pour la licence, à l'année, tu en as pour moins de 1 000 €. Et puis après, en fonction des packs que tu fais, ça peut diminuer. Après voilà, c'est vraiment, après on peut discuter de tout ça, c'est pas un problème. Ça va? Bon, ben si vous n'avez pas de questions en ligne, n'hésitez pas à me les poser en off. Donc, il n'y a pas de problème. Si jamais il y a des étudiants qui ont besoin d'un truc de suivi, je vais juste, comme ça, moi, je suis sûr des gens qui étaient là. C'est pas pour vous traquer, hein, c'est juste pour éviter d'avoir un... Comme ça, moi, j'ai tous les noms, je sais qui était là et ça me posera moins de problèmes à ce niveau-là. Donc, n'hésitez pas. Vraiment, envoyez-moi des mails si vous avez plein de questions. Je peux vous faire des audits sur vos prises en charge. Il n'y a pas de souci avec ça. On est vraiment là pour ça. On est vraiment là pour favoriser la réalité virtuelle pour les neurosciences, la neuropsychologie, l'ergothérapie, les psychos de manière générale, ou en tout cas l'humain pour nous est au cœur du truc. Donc vraiment, n'hésitez pas. Moi, je suis là pour ça. Donc, je vous ai dit, si vous n'avez plus de questions, vous pouvez les poser en off. Vous pouvez prendre rendez-vous directement avec moi, on peut discuter un peu de tout ça. En tout cas, je vous remercie beaucoup. Ça a été un peu la course pour moi, parce qu'il y a quelques couacs de dernière minute que je n'espérais ne pas avoir ce soir, mais c'est tout, c'est comme ça fait partie du jeu. Donc, merci à vous d'avoir été présent, d'avoir posé des questions très pertinentes. Et j'espère que tout a été clair. Et je vous souhaite à tous une bonne soirée. Je vais rester un tout petit peu en ligne pour certains qui ont des questions. Je vais stopper l'enregistrement là maintenant. Et je vous souhaite à tous une bonne soirée. Si je ne vous vois plus, une bonne fête de fin d'année. Et à très bientôt.